bienvenue à nos deux invités, Cécile Gallo-Zelva, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice de Éthique foncièrement responsable. Et puis, Anne-Emeline Tabouret, vous êtes directrice générale adjointe de Réside Social. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous. Cécile Gallo-Zelva, Éthique, c'est l'un des pionniers des tiers-lieux à impact. Vous gérez une dizaine de tiers-lieux en France, c'est bien ça ? Oui, on les a rêvés, ensuite on les a créés, on les a fait financer, et maintenant on les gère. Ouais. Donc principalement région parisienne, région lyonnaise, Grenoble, Toulouse, Paris, Lille. Et quand on dit ça, c'est une période de 13 ans qui s'est écoulée depuis votre création. C'est du temps long. Anne-Emeline Tabouret, vous, Réside Social, c'est un hébergeur solidaire, c'est-à-dire que votre métier, c'est d'acheter des hôtels pour en faire de l'hébergement d'urgence, c'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, on rachète des hôtels qui sont souvent déjà dédiés à l'hébergement d'urgence, mais qui sont souvent mal gérés, qui apportent un confort quasi inexistant aux familles qui sont hébergées dans des conditions vétustes, de non-conformité, et souvent pour des familles qui sont très isolées. Et donc notre métier, c'est de racheter ces hôtels, d'y engager des travaux d'envergure pour pouvoir les transformer en résidences d'hébergement d'urgence où les familles auront un chez eux à eux, dans une résidence qui leur offre la possibilité de créer du lien et d'avoir un vrai soutien dans leur parcours d'insertion. Pour une durée de combien de temps ? En moyenne, les familles restent chez nous 1 an et demi à 2 ans. On va donc parler avec vous un petit peu d'actualité, avec l'habitat insalubre, avec le budget du logement pour 2024, mais on va aussi parler d'immobilier solidaire, on va parler d'hébergement d'urgence bien sûr, et de locaux pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'on va donc aussi parler du Wikivillage à Paris. C'est le nouveau tiers-lieu d'Éthique, mais d'abord un détour par les 3 actus de la semaine. Tout de suite donc, l'actu. Eh bien, l'actu du marché de l'immobilier, bien sûr, c'est d'abord ce lundi, le rapport qui a été remis au ministre du Logement, Patrice Vergrit, un nouveau rapport sur l'habitat indigne, un rapport assorti de 24 propositions, remis, vous allez le voir en photo, par les maires de Mulhouse et de Saint-Denis, qui recensent 400 000 logements du parc privé indignes en France. Ils sont habités par 1 million de personnes. On reconnaît sur la couverture qu'on va voir dans quelques instants à gauche la Tour de l'Europe à Mulhouse, qui est une tour emblématique, mais dont la copropriété affiche 1 million d'euros de charges impayées. Et ça illustre le problème des copropriétés en difficulté. Et puis, à droite de ce rapport, on devrait reconnaître cet immeuble de la rue Tivoli à Marseille, qui s'est effondré après une fuite de gaz et qui a fait 8 morts au mois d'avril dernier. Et c'est vrai que quand on dit habitat indigne, ça veut dire que les conditions d'habitation sont à risque pour la santé ou pour la sécurité physique des occupants. Alors après la remise du rapport, eh bien, le ministre a aussitôt annoncé avant la fin de cette année un projet de loi pour résorber l'habitat indigne dans l'espoir de le faire voter début 2024. Que nous dit Cécile Gallo-Zelva, ce chiffre de 400 000 logements indignes et cette précipitation du ministre tout à coup à trouver une solution, un projet de loi, un de plus peut-être, sur un sujet qui n'est vraiment pas nouveau? Alors moi, je ne connais pas du tout le secteur spécifique du logement, mais ce que je connais, c'est les tentatives parfois de l'État de dialoguer avec des acteurs qui connaissent le sujet et ensuite des solutions qui sont trouvées, qui sont transformées en loi, qui du coup sont retransformées, retranscrites et finalement on arrive à un truc qui ressemble plus à grand chose. Et en ce qui concerne le logement, c'est vrai que ce que j'ai vu, c'est beaucoup de locaux vacants de partout. Alors qu'il y a des solutions en fait. Donc, par exemple en Italie, il y a les biens confisqués de l'État qui sont récupérés à la mafia et qui sont mis à disposition depuis les années 90 au secteur de l'ESS qui permettent de faire des logements mais aussi des fermes. Enfin, c'est vraiment un processus qui est prouvé et utilisé depuis des années en Italie. Une association, je crois, Crime Halt, qui a essayé d'introduire ça en France. Il y a eu des projets de loi. Enfin, on n'y est encore pas, quoi. Pour l'instant, il y a encore des biens qui appartiennent à l'État qui sont vendus plutôt qu'à d'être mis à disposition des associations. Donc, je pense que ça fait partie des choses qui pourraient être optimisées. Anne-Emeline Tabouret, ce chiffre de 400 000 logements indignes, il vous étonne ? Je ne pense pas qu'on puisse être étonné dès lors que la Fondation Abbé Pierre sort un rapport annuel sur le mal logement et que ce sont des chiffres qu'on connaît depuis
malheureusement depuis de nombreuses années. Donc non, ce n'est pas forcément un chiffre qui m'étonne. Et d'ailleurs, je crois bien qu'ils sont un petit peu sous-estimés par rapport à ce que peut avancer dans son dernier rapport la Fondation Abbé Pierre. La question des solutions est un vaste sujet, surtout quand on parle de parc privé et non pas de parc social qui est directement financé par l'État. Et les solutions forcément beaucoup plus complexes et moins évidentes à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans ce projet de loi qui serait peut-être adopté début 2024 ? Est-ce que par exemple il faut décréter la mobilisation de tous les hôtels vacants en France pour y loger des personnes en difficulté de logement ? Alors, tous les hôtels vacants, hein, pas tous les hôtels. Finalement, la question est intéressante, mais les hôtels vacants sont de moins en moins nombreux, notamment sur l'Île-de-France où on a quand même qui concentre beaucoup de problématiques, et notamment de problématiques d'accès au logement. Finalement, ce n'est pas forcément sur cet actif-là qu'on a une problématique de vacances, puisque les différentes opportunités sportives que sont la Coupe du Monde de rugby, les JO, etc., ont plutôt tendance à donner un coup d'énergie à ce secteur qui, du coup, présente peu de vacances. La problématique, elle est certainement à chercher sur le sujet du logement à proprement parler, et puis également sur la construction neuve de logements, qui est aussi un vrai sujet. Et en même temps, le gouvernement dit, mais nous, on construit tous les ans 60 000 logements. Et donc, on se dit, on ne peut pas dire que rien n'est fait. C'est vrai, en même temps, quand on regarde les chiffres de construction neuve du logement social en France, ils ont eu plutôt tendance à baisser depuis 5-6 ans. Je crois que de mémoire, on était à 105 000 en 2017. Donc, on est sur des chiffres qui ont plutôt eu tendance à baisser, et avec des conséquences qui sont assez immédiates et qui bougent toute la chaîne. Si je prends le secteur de l'hébergement d'urgence, nous, au sein de nos résidences, on a des familles qui sont quasiment au bout de leur parcours d'insertion, qui donc ont obtenu leur permis de travail, qui ont trouvé un emploi salarié et qui n'attendent plus que le logement. Le problème, c'est que où est le logement ? Et c'est une vraie difficulté parce qu'on bouge toute la chaîne d'accès au logement à ces personnes-là. Et c'est vrai que les associations professionnelles du logement social disent qu'en fait, il en faudrait 100 000 par an des constructions de logements pour résorber le manque, la vacance de logements. Vous en parliez dans l'actualité aussi, la Fondation Abbé Pierre interpelle cette semaine sur l'état du mal-logement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce qu'en fait, il faut un focus tous les mois sur une région différente. La Fondation Abbé Pierre qui parle d'une crise du logement profonde dans cette région où les loyers ont encore augmenté de 6% en 5 ans. La Fondation Abbé Pierre qui réclame un encadrement des loyers beaucoup plus large à l'échelle nationale et qui publie son 3e baromètre sur le sujet. On va le voir en photo là aussi, il a été publié cette semaine. Rappelons qu'à Paris, l'encadrement des loyers existe depuis 2019, mais que 28% des loyers dépassent encore le plafond. Comment est-ce que vous regardez cette proposition de l'encadrement des loyers, vous qui avez à la fois un regard social, mais aussi un regard économique sur le marché immobilier, Cécile Gallo-Zelva? Moi, très clairement, le loyer, il est très directement influencé par le financement, donc à la fois la dette bancaire et les fonds propres. Donc les taux d'intérêt du prêt et la demande de rentabilité de l'actionnaire vont influencer le niveau de loyer, donc ça que ce soit dans le tertiaire, dans le logement, etc. Donc il y a ce sujet qui est peut-être à régler, c'est comment en effet on peut avoir de plus en plus de propriétaires sympathiques qui attendent une rentabilité plus raisonnable. Mais derrière ça, il y a aussi le risque locatif. Parce que là, vous dites quand même que c'est la logique financière qui prime avant tout sur le marché du logement. Dans une logique financière, des fois, ça peut être un blocage. C'est-à-dire des fois, même si le propriétaire est sympathique, à un moment, il est bloqué parce qu'il faut qu'il rembourse ses prêts, il a des taux d'intérêt qui augmentent ou pas, il est plus ou moins bien doté. Enfin, il y a différents types de propriétaires qui ont différents types de moyens. Donc, il y a ceux qui vont maximiser, puis même ceux qui ne souhaitent pas maximiser, ils sont un peu bloqués par le système de la finance
et du prix de l'argent et de la longueur. Plus on peut étaler la dette, moins le loyer sera... Enfin bon, il y a vraiment des sujets sur les prêts longs. Aujourd'hui, il y a certaines structures... En fait, il y a une niche qui est le logement social qui peut bénéficier de certains prêts très longs, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui aimeraient faire des loyers accessibles mais qui n'en ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas accès à ces financements. Mais après, il y a quand même le risque locatif, c'est-à-dire que la personne, elle loue, il faut qu'elle rembourse ses emprunts, elle n'est pas sûre de percevoir son loyer. Dans le logement, c'est un vrai sujet. Donc elle va commencer à demander des garanties qui sont impossibles pour la plupart des gens de donner. Enfin, on est dans un cercle vicieux et il y a des structures comme, par exemple, je connais bien Gestia Solidaire qui propose des solutions justement pour encourager les particuliers qui ont des biens à oser les mettre sur le marché avec des loyers solidaires mais protégés. Ils sont à Lyon comme vous, Gestia Solidaire. Oui, en fait, c'est pour ça que vous les connaissez bien. Je connais bien Sophie, elle a bossé à Éthique. mais en fait, elle donne un exemple de solution, mais en fait, il y a plein de solutions qui pourraient être déployées, mises à l'échelle. Mais les réalités économiques, c'est en effet, il y a la loi de la finance et comment cette finance peut être plus solidaire. Et ce n'est pas que les taux d'intérêt, c'est la durée des emprunts. Et il y a cette notion de risque locatif qui est très importante. Anne-Emeline Tabouret, de votre côté, cette question d'encadrement des loyers, ça vous paraît indispensable ou c'est une piste comme une autre? Ou est-ce qu'il faut impérativement que l'État régule? Est-ce que la fonction régulatrice de l'État est indispensable sur ce marché du logement et de l'immobilier en général? Je pense que ce qui est intéressant de regarder, c'est notamment les effets qu'ont eu la mise en place de l'encadrement des loyers, notamment à Paris. Et les effets que ça a eu, c'est notamment de limiter les loyers abusifs. En cela, je trouve que c'est plutôt pertinent parce que justement, on a eu, même si vous le disiez en introduction, on n'est pas forcément encore au bout de l'histoire, il y a quand même eu un vrai travail qui a été fait là-dessus et du coup des possibilités de réduire ces loyers-là et du coup d'avoir des loyers moyens qui restent un peu plus proches du marché. En cela, la mesure ne me paraît pas forcément, en tout cas, elle a montré qu'il y avait des effets plutôt positifs. Alors, vous n'êtes pas toutes les deux spécialisées sur le marché du locatif. Oui. Votre métier à vous, c'est plus l'immobilier professionnel. Alors, il y a une petite actu quand même cette semaine liée au projet de budget 2024 lié à l'immobilier professionnel. Ce projet de budget, il est toujours en débat au Parlement, je le rappelle. Il y a des discussions particulièrement tendues sur le logement et sur l'immobilier. Il y a beaucoup d'élus qui en parlent comme d'une bombe sociale. Et ces élus-là demandent à encadrer l'activité des meublés touristiques. Alors, vous n'êtes pas dans le tourisme non plus, mais quand même, les élus demandent à ce qu'au moins la fiscalité soit moins favorable sur les meublés de Airbnb, Abritel, Booking, etc. Est-ce que ça vous semble une bonne idée, vous qui êtes quand même des professionnels du marché professionnel de l'immobilier? Très clairement, aujourd'hui, la fiscalité n'est pas très juste dans tous les secteurs de l'immobilier. Que ce soit les niveaux de taxes foncières. Dans les tiers-lieux, c'est la double peine, parce que des fois, on est taxé 2 fois de par le fait même qu'un tiers-lieu, ce n'est pas encore bien reconnu comme activité. Dans plein de ministères, on a eu beau travailler... Alors attendez, ça je veux comprendre. Pourquoi on est taxé 2 fois quand on opère un tiers-lieu? Il y a plein de régulations quand elles sont appliquées. En France, on applique la loi à la lettre, et sauf que l'État n'a pas encore pris conscience des spécificités des tiers-lieux. Et donc parfois, dans un tiers-lieu, le service des impôts va taxer à la fois le propriétaire ou l'exploitant du lieu et l'entreprise. Et enfin, il y a des systèmes de double taxation. Parce que l'exploitant et l'entreprise, ce n'est pas forcément la même personne? Souvent, en fait, il y a plein d'acteurs en fait, dans un tiers-lieu. Il y a différentes couches, propriétaires, exploitants, locataires, usagers. Et on se retrouve parfois à devoir appeler le service des impôts parce qu'on est taxé sur la même surface, va être taxé plusieurs fois. Sur la même base, d'accord. Donc ça, c'est un truc tout bête à régler, hein. Et après, il y a aussi une injustice au niveau des taxes qui sont payées pour des structures d'un impact social et solidaire qui apportent un service sur un quartier, surtout dans les QPV ou dans les zones rurales. Les quartiers politiques de la ville. Voilà, et qui finalement se retrouvent à payer des taxes importantes alors qu'elles apportent un service. Il y a pas mal de solutions pour flécher, ou du moins diminuer certaines taxes. Ça faisait l'objet de pas mal de recommandations quand je m'étais beaucoup impliquée sur France Tiers-Lieux qui n'ont pas abouti. Mais oui, la fiscalité, c'est un des pouvoirs de l'État de rendre justice un petit peu
sociale. Et alors, quand il y a un projet de budget qui est en cours de discussion, est-ce que vous faites partie de ces acteurs qui peuvent apporter des propositions d'amendement ou qui vont frapper à la porte d'un député pour justement essayer de faire changer la fiscalité? Oui, alors on peut le faire seul, mais ce n'est pas idéal. L'idéal, c'est de le faire en groupe. Mais même quand on le fait en groupe, on n'arrive pas toujours à aboutir. Donc je pense qu'on reste petit, soit par rapport au lobby, soit par rapport à la connaissance du système politique pour bien naviguer ces organes et savoir faire avancer des projets, quoi. Anne-Emeline Tabouret, cette question de la taxation des meublés touristiques, comment est-ce que vous regardez ça? On sait très bien que les meublés touristiques font aussi de la concurrence aux hôtels et vous connaissez bien le marché hôtelier, donc votre regard m'intéresse aussi. C'est effectivement une question intéressante. Il y a assez peu de temps, je suis allée visiter un hôtel qui était dédié à l'hébergement d'urgence et dont le propriétaire souhaitait céder son bien. Donc c'était typiquement un actif sur lequel on aurait tout à fait pu se positionner et sur lequel finalement on ne s'est pas positionné parce qu'un acteur l'a récupéré pour le transformer en Airbnb. Donc c'est effectivement le sujet Airbnb ne touche pas que les problématiques de logement, mais également de l'hébergement d'urgence. Et donc ce sont typiquement des places qu'on ne peut pas pérenniser et qui sont sorties des dispositifs d'hébergement pour aller vers de l'activité de meublé touristique. Et vous n'avez pas eu cet hôtel-là parce que l'autre acteur a payé plus cher. Évidemment, on était absolument incapable de s'aligner sur le prix qui en était. Est-ce qu'on peut savoir quel était le différentiel en pourcentage? Il a payé 20% de plus, 30% de plus? Le double? Oui, on doit être autour de 40%. 40% d'écart? D'accord. Donc effectivement, là, quand on fait de l'immobilier social, on ne peut pas lutter. Ah bah c'est évident. Alors, quelle réponse l'économie sociale et solidaire apporte-t-elle face au déséquilibre du marché immobilier? Eh bien, pour comprendre d'où vous parlez toutes les deux, vous allez nous raconter votre métier. Tout de suite, c'est le Zoom. Anne-Emeline Tabouret, donc on le disait, Réside Social, c'est un opérateur de l'hébergement d'urgence en Île-de-France. Dites-nous d'abord quels sont les besoins en matière d'hébergement d'urgence en Île-de-France ou peut-être en France aussi, si vous avez un regard plus large. Est-ce qu'ils sont stables? Est-ce qu'ils sont en augmentation? Alors, globalement, la demande, elle augmente depuis 25 ans. Tous les ans? Tous les ans. À l'exception des 2 dernières années, on va dire Covid. depuis... donc la période du Covid a eu un effet amplificateur sur les places d'hébergement d'urgence. Alors moi, je parlerai du périmètre que je connais vraiment bien, à savoir celui de l'Île-de-France, puisque Réside Social est implanté en Île-de-France. Donc, a eu un effet amplificateur du nombre de places parce qu'il y avait une volonté de vraiment mettre à l'abri tout le monde. Depuis le Covid, c'est terminé. Notamment les hôtels ont repris une activité touristique et donc il y a une baisse structurelle du nombre de places. Et puis, on observe aussi depuis cette année la poursuite de ces efforts de réduction du nombre de places. Donc, pour vous donner quelques chiffres, au pic du Covid... Attendez, parce que quand vous dites les efforts de réduction du risque de place, si on fait des efforts, on se dit c'est bien, mais en fait, on réduit le nombre de places. Donc, l'État est dans une stratégie de diminution du nombre de places d'hébergement d'urgence en Île-de-France, alors même qu'on sait que les besoins sont de plus en plus importants. Oui, c'est une politique de l'État qui est voulue et qui est assumée que de vouloir... Quelle est leur explication? L'objectif est clairement de désengorger l'Île-de-France pour aller positionner des centres d'hébergement d'urgence et des places d'hébergement d'urgence en dehors de l'Île-de-France, région qui est... très dotée, très dense, de toute façon, sur cette thématique. D'accord. Et donc, du coup, il y a moins de places mises à disposition parce qu'en fait, c'est régulé par quoi? Par le préfet? Le préfet de région, c'est ça? C'est régulé effectivement par les services déconcentrés de l'État dans les départements. Et c'est eux qui donnent l'autorisation d'ouvrir ou pas des hôtels ou des lieux d'hébergement d'urgence? Absolument. Ils donnent l'autorisation, mais du coup, ils donnent aussi les financements?
Parce qu'il faut du financement public derrière. C'est comme ça que ça marche. Exactement. La mécanique de financement de l'hébergement d'urgence, c'est l'État qui, au travers notamment au sein de l'Île-de-France, de l'ADRIL et des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités dans les départements de Grande Couronne, finance les organismes sociaux qui vont eux-mêmes gérer des places d'hébergement d'urgence. Donc on a deux problématiques. Une problématique politique, stratégique, qui est de dire on veut moins de places d'hébergement d'urgence en Île-de-France, il y a trop de monde, on va les envoyer ailleurs. Et on a une problématique financière, budgétaire probablement, parce que ça coûte de mettre à disposition des places d'hébergement d'urgence. C'est certain. Combien de résidences, résides sociales vous avez, vous? Alors nous, on gère 12 résidences actuellement. Et vous en avez inauguré une hier? Absolument, on en a inauguré une hier alors que l'on possède depuis 2 ans, donc on a acheté il y a 2 ans. Mais comme je vous l'expliquais, dans notre modèle, on fait de vrais travaux et des travaux d'envergure qui vont permettre à la fois d'améliorer les espaces de vie privatifs pour créer le chez-soi des familles que l'on va héberger et puis créer des espaces communs qui vont nous permettre de créer du lien, tout simplement. Et donc ces travaux-là, forcément, ce sont des autorisations administratives, c'est des travaux à proprement parler, c'est des retards parfois sur ces travaux et donc on a finalisé les travaux de cette résidence cet été et donc on inaugurait cette résidence nouvellement rénovée hier. À quel endroit? Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, donc juste à côté de Paris. Et au total, vous hébergez combien de personnes chez Résides Social? À peu près 800. 800 personnes sur vos 10 résidences? 12. 12 résidences, pardon, d'accord. Et expliquez-moi d'où vient cette idée d'aller chercher des hôtels que vous achetez. Ce n'est pas des hôtels qu'on vous met gratuitement à disposition. Vous achetez des hôtels pour en faire de l'hébergement d'urgence. Pourquoi est-ce que ce serait une bonne idée d'aller chercher des hôtels? On peut se dire que le marché hôtelier fonctionne bien, hors période du Covid évidemment, et que chacun son métier, et que les hôtels sont faits pour accueillir des touristes ou des voyageurs. Oui, c'est une bonne remarque. La réalité, c'est que ça fait 25 ans que l'hôtel sert à héberger des personnes. Enfin, 25 ans, en tout cas, ça fait... L'hôtel a, depuis même beaucoup plus longtemps que ça, été vecteur d'hébergement pour des populations qui n'avaient pas les moyens de se loger dans le parc privé. Et donc, c'est ce qu'on appelait les hôtels de préfecture, où les personnes payaient un petit loyer pour avoir accès à une chambre dans un hôtel d'un propriétaire qui, malheureusement, n'avait pas forcément toujours envie de faire des travaux. Donc, un parc qui s'est un petit peu étiolé, qui s'est aussi vidé à l'arrivée des grands ensembles et des personnes qui se sont un petit peu expatriées de ces hôtels-là pour aller un peu plus en banlieue. Et donc, fin des années 90, on a eu les premières familles, et notamment les premiers enfants, qui se sont retrouvés à dormir à la rue. Et donc là, l'État a dit attention, warning, il se passe quelque chose de très grave, il faut qu'on puisse aller débloquer des places d'hébergement. Et les hôtels, ces hôtels de préfecture qui étaient là, en fait, disponibles et en grande partie vides, ont été la meilleure solution temporaire et immédiate pour répondre à ce besoin. Donc là, on voit quelques-unes de vos résidences chez Résides Social. Là, on est chez vous. On est chez nous. Oui, on est chez vous, puisque cette image vient de votre site internet. Comment est-ce que vous les trouvez, ces bâtiments? Écoutez, comme beaucoup de gens trouvent des actifs immobiliers, donc avec des agences et des agents. Non. Alors, vous caricaturez, mais j'ai déjà visité un hôtel qui est paru sur Le Bon Coin, donc ça peut arriver. Mais non, on fait plutôt appel à des agences spécialisées qui connaissent le secteur et c'est un vrai marché. En Île-de-France, il y a 870 hôtels qui sont utilisés au titre de l'hébergement d'urgence par le SAMU social, qui est l'acteur majoritaire. Donc on est sur un vrai marché et donc on a des agences qui sont spécialisées et qui sont capables d'aller chercher ces hôtels et de nous les présenter pour qu'on puisse les acheter, les rénover et les gérer en résidence. Alors, vous faites du social, vous achetez des hôtels. Comment vous les payez? C'est quoi votre modèle économique? Alors, je vais distinguer le financement de l'exploitation,
du financement des opérations d'acquisition. Financement de l'exploitation, on met à disposition des hébergements à des organismes qui sont financés par l'État. C'est donc ces organismes-là, type le SAMU social, ou dans le cadre d'un nouveau projet qu'on est en train de porter de centre d'hébergement d'urgence, une association qui s'appelle Espérer 95. Donc c'est des organismes qui sont financés par l'État, qui ont besoin de places d'hébergement d'urgence et qui vont nous rémunérer pour cette prestation d'hébergement d'urgence. Donc ça, c'est ce qui permet de financer l'exploitation. Ensuite, vous posez la question de l'acquisition. Ces acquisitions, elles sont réalisées déjà par très classiquement de la dette bancaire. Ce sont des actifs immobiliers, donc on n'a pas de difficulté à financer ça avec de la dette bancaire. Et l'autre partie est financée grâce à des financeurs institutionnels qui nous accompagnent parce que nous sommes justement structure de l'économie sociale et solidaire, entreprise solidaire d'utilité sociale, et donc qui nous accompagnent dans le financement de nos acquisitions au travers de financements institutionnels. On parle d'Amundi avec le Fonds Finance et Solidarité, on parle de la Massif, on parle de la Caisse des dépôts un peu plus récemment. Donc c'est tout le maillage de l'écosystème de la finance solidaire qui est derrière vous et qui vous appuie. Absolument. Quel est l'accompagnement social que vous apportez aux familles que vous hébergez ? Alors, on a la conviction qu'on n'est pas forcément les meilleurs placés pour réaliser l'accompagnement social parce que notre métier est avant tout d'être un métier d'hébergeur. Par contre, on se perçoit comme un assemblier de compétences et de personnes qui, eux, vont avoir cette capacité à accompagner. Et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle un petit peu pompeusement au sein de Réside un laboratoire d'expérimentation sociale. L'objectif, c'est d'aller chercher des structures associatives qui ont la capacité, les ressources, les moyens, les compétences d'apporter et de répondre à un besoin des résidents qui sont chez nous. On teste le programme sur une de nos résidences et si on voit que ça fonctionne, on déploie. Merci Anne-Emeline Tabouret pour ce zoom sur Réside Social. Maintenant, on va passer au zoom sur éthique foncièrement responsable. Cécile Gallo-Zelva, vous êtes l'une des pionnières françaises des tiers-lieux. Hein. D'ailleurs, éthique, c'est la branche française d'éthique. Parce que éthique, c'est d'abord une entreprise sociale britannique, si je me souviens bien. Oui, avant de créer éthique, moi j'ai travaillé 10 ans en Angleterre et donc il y a une structure là-bas qui a été créée en 1998 qui s'appelle Ethical Property et qui fait ce que fait éthique, mais je les ai rejoints, on s'était déployés un petit peu en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et c'est vrai que quand on a eu pas mal de locataires à Londres qui nous disaient nous on fait de l'anti-lobby à Bruxelles, il faut à tout prix que vous y alliez. L'Angleterre a acheté un bâtiment à Bruxelles et après on s'est dit en fait ça ne sert à rien que les actionnaires britanniques financent des choses en Europe continentale comme on dit là-bas. Et donc on s'est dit on ne va pas non plus se développer en franchise, on a essayé d'imaginer un système simplement de famille en fait. C'est une famille, il n'y a pas de lien capitalistique, il n'y a pas de lien légaux, simplement on s'entraide et chaque pays est indépendant, mais on a signé une espèce de charte qui explique vraiment ce que ça veut dire d'appartenir à cette famille qui se comporte de façon éthique. Donc c'est un réseau. C'est un réseau. Un réseau éthique, éthique ETIC. Ouais. Dans combien de pays ? Là en fait donc c'est au démarrage donc Angleterre, Écosse, Pays de Galles. Ouais. Après Belgique, France, il y a eu un collègue anglais qui est allé faire l'Australie, mais pendant le Covid, ils ont eu des... Ça a été difficile. C'est plutôt qu'ils ont eu un actionnaire qui est parti plutôt sur du greenwashing, ce qu'on faisait, donc ils sont sortis de la famille. D'accord. Mais voilà, donc c'est ce petit cercle. D'accord, mais ça s'étend doucement, mais sûrement. Il y a des demandes de rejoindre la famille, mais c'est vrai qu'on est tous tellement... Et alors, vous vous adressez à des gens qui cherchent des lieux de travail. Donc ça veut dire c'est des startups, c'est des associations, c'est des indépendants. Et je crois que vous gérez un patrimoine de 12 000 m², c'est ça ? Oui. Donc, on est en fait, on est dans une niche d'une niche. Parce que nous, dans le grand monde des tiers-lieux, on est vraiment sur les tiers-lieux très professionnels. Donc usage bureau, commerce... Il peut y avoir, on a eu une maternelle, il peut y avoir des crèches, mais c'est vraiment un lieu de travail professionnel dans des bâtiments très écologiques, donc dans leur conception et dans leur gestion, et qu'on loue exclusivement à des structures qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui partagent comme nous une vision de la société, comme nous, elles ont comme objet social de travailler pour une société plus juste et équitable dans le respect de l'environnement.
et à travers ça, d'avoir des codes de gouvernance partagés, des écarts de salaire maîtrisés, une lucrativité limitée, enfin, tous ces codes-là qu'on s'applique à nous-mêmes. Les codes des valeurs de l'économie sociale et solidaire, et en particulier des structures agréées ESUS. Oui, mais ça, on les avait même en Angleterre il y a 20 ans, en fait. Hein, donc ça pour nous, c'est pas nouveau. Ça fait partie de nos statuts, c'est dans nos statuts, avant le label ESUS. Et c'est comme ça qu'on reconnaît, qu'on se choisit entre locataire et éthique pour que ce monde qui, pour nous, est le monde de demain, puisse se développer et travailler dans nos lieux. Donc en fait, le studio de Mediatico dans lequel on est aujourd'hui, il est dans le tiers-lieu de Césure, géré par Plateau Urbain, mais on pourrait être chez Éthique en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est juste des opportunités. Après, nous, on est aussi sur une tranche associative, enfin je dis associative, je ne devrais pas dire, des organisations, quel que soit leur statut, qui peuvent quand même payer un loyer. Donc je ne veux pas dire que Mediatico ne va pas payer de loyer. Nous payons un loyer. Mais voilà, on n'est pas... malheureusement, comme on veut être indépendant et avoir des locaux durables dans le temps, on fait des rénovations profondes. Donc en fait, à chaque fois qu'on récupère un lieu, on va faire des rénovations qui coûtent quand même assez cher. Donc on se place sur une tranche des organisations qui peuvent payer certes un loyer un peu en dessous du prix du marché, mais on n'est quand même pas dans une tranche très abordable non plus. Quels sont vos tiers-lieux les plus emblématiques ? C'est que vous me demandez quel est le plus beau bébé que j'ai fait. Bon, alors nous, on a une photo du Mundo M qui se trouve à Montreuil. Ah ben ça, c'est le premier vrai, parce qu'on a démarré, notre premier lieu, c'était à Vaux-en-Velin en 2011. Mais Montreuil, c'est là où on a fait tout de A à Z. Donc, belle rénovation. En plus, on avait travaillé à l'époque avec Dominique Voynet pour pouvoir... Il y avait une usine désaffectée. On a pitché le fait de faire ce lieu pour les associations et le foyer de travail en Mali en face. Est-ce que ce lieu est à la place d'une usine désaffectée ou est-ce que l'usine a été rasée ? Alors non, nous, on a récupéré l'usine. On est là-dessus. Alors nous, zéro artificialisation des sols. Et aussi respect de l'histoire du bâtiment. D'ailleurs, il y avait un tagueur célèbre, j'ai oublié le nom, qui avait tagué le lieu. Donc on a récupéré certains de ces tags. Donc donc nous, l'usine, on l'a avec force... originalité, on a réussi à le rénover en maximisant tout ce qu'on pouvait garder sur site. Et sur le terrain de l'usine qui lui était déjà rase, le foyer malien a pu se construire en neuf. Et on a vu sur la photo que les murs sont en bois. Alors, vous avez une particularité, la façade est en bois, mais on n'a pas pu aller jusqu'au... C'est juste de la déco ? Non. Enfin, oui, c'est déco et isolation. Mais on a gardé les murs parce que les murs étaient sains. Par contre, tout en bois, ça, on a réussi à le faire ailleurs. Parce que c'est vrai que dans les tiers-lieux que vous gérez, que vous développez, vous faites la promotion de l'immobilier durable. Ça veut dire quoi, l'immobilier durable ? L'immobilier durable, c'est un immobilier qui s'inscrit dans un quartier. Il n'atterrit pas comme ça dans un quartier. C'est-à-dire il y a un besoin réel. Les collectivités ont identifié les besoins aussi qu'elles trouvaient importants. Donc c'est la co-construction du projet avant tout. Ensuite, quand on conçoit le bâtiment, comme je vous disais, on va aller au bout de ce qu'on peut faire d'un point de vue carbone, éviter le carbone. Donc on va au-delà des labels. Il s'agit de pouvoir travailler avec des entreprises locales, du bois local. On est souvent des cobayes pour expérimenter des nouvelles techniques. Par exemple, à Wikivillage, donc immeuble de 7 étages, tout en bois, structure, etc. On va en parler de Wikivillage. Mais voilà, on va très loin d'un point de vue récupération. À Toulouse, on a récupéré les anciens radiateurs en fonte pour les réinstaller. Donc voilà, on va vraiment très loin à ce niveau-là. Et également travailler avec des entreprises en insertion. Pas juste le quota minimum de faire les démolitions, c'est vraiment aider des personnes à se former sur l'électricité, sur la peinture, sur pas mal de choses. Quand vous dites ça, on se dit c'est sympa votre projet, mais so what ? Et expliquez-nous pourquoi c'est exigeant, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça vous coûte de travailler dans ce sens-là, de faire de l'immobilier durable, de faire des tiers-lieux responsables et de faire appel à la finance solidaire, parce que c'est comme ça aussi que vous financez votre modèle économique. Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est de pouvoir influencer à ma toute petite échelle le monde de l'immobilier qui a des pratiques très toxiques
et le monde de la finance qui a aussi des pratiques très toxiques. Donc le fait déjà de mieux utiliser l'espace, de maximiser l'espace, de changer l'usage au travail, c'est mieux pour les personnes qui travaillent et c'est mieux pour l'environnement parce que dans moins de mètres carrés, on fait plus d'activités. Donc déjà, en construisant moins, on fait plus, donc c'est un meilleur impact sur l'environnement. Donc, c'est juste une approche plus intelligente, ce que j'appelle moi triple bilan, c'est qu'à chaque fois qu'on prend des décisions, on s'assure que l'impact social, environnemental et financier est pris en compte, qu'il y a un équilibre entre les deux et que du coup, pourquoi aussi cet aspect durable, c'est que on a un modèle économique qui tourne. On fait partie des rares tiers-lieux qui avaient une exploitation positive et qui du coup, on peut continuer à se financer, on peut continuer, qu'on ait des subventions ou pas, on avance, on sera toujours là. Oui, parce que vous avez des financeurs privés derrière, donc ils attendent quand même un rendement sur leur investissement pour éventuellement remettre au pot et continuer de vous accompagner. Oui. Et si vous n'y arriviez pas, ils ne seraient plus là. Ils ne seraient plus là et surtout là, par exemple, en fait les 12 000 m², c'était il y a quelques mois. Maintenant, on va passer bientôt, d'ici quelques mois, on sera à 25 000 m². Donc on a à peu près 200 organisations qui sont hébergées chez nous, mais ça demande des montants d'investissement très importants. Et en effet, il faut pouvoir donner une rentabilité. Après, le but, c'est d'aller chercher des acteurs qui viennent chez nous pour notre impact social et environnemental et qui, du coup, demandent aussi une rentabilité un petit peu plus basse que la moyenne des entreprises cotées. Éthique, sur ces 10 premières années, on avait une rentabilité de l'ordre de 5%. 5%. Et là, on est en train d'augmenter. Alors, l'avantage d'éthique, c'est que si je parlais à quelqu'un qui travaille dans les foncières cotées, il va me dire mais c'est n'importe quoi. C'est tout petit. En réalité, un investisseur privé, il attend 15% de rentabilité. Mais donc nous, on est en train d'augmenter un peu plus, ce qui nous permet d'accéder à des financiers peut-être plus costauds. Mais certes, c'est plus bas, mais c'est permanent. Quand j'étais en Angleterre, pendant la crise 2007-2008, en 2005, on était des petits joueurs. En 2007, on avait toujours notre rentabilité à 5-6%. Alors les autres faisaient du moins 30%. C'est ça. Donc vous êtes en train de dire que vous êtes dans la résilience, dans la continuité, dans la stabilité. On est loin de l'élasticité du marché. Et comment vous faites ça? C'est les valeurs que vous portez qui permettent d'atteindre cet objectif-là? C'est votre stratégie? En fait, le modèle est assez simple. On achète... en fait, quand on fait notre coût de revient, on est très économe. On coupe les intermédiaires, donc on a moins de marge. Nous-mêmes, on n'est pas très cher en termes de ce que coûtent nos salaires. Donc on a un produit qui est plutôt bon marché, donc nos loyers sont bon marché, sans rien d'autre à faire de plus. Et tant que le loyer rembourse la dette, il suffit de baisser les salaires et comme ça on arrive à sortir des produits pas trop chers et un bon taux de rentabilité. On peut s'éloigner, c'est-à-dire qu'on ne joue pas au jeu de le loyer augmente, je vais augmenter mes loyers. En fait, on reste sur ce qu'on est capable de financer en fait. Alors Cécile, vous l'avez dit, le Wikivillage, c'est votre nouveau tiers-lieu. Dans Paris, 20e. Dans Paris, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, donc là on le voit en photo. Alors pareil, il y a une façade en bois, donc du verre et du bois également, c'est pas le même quartier, il y a un petit peu moins de verdure, on est dans le 20e arrondissement, d'accord? Ouais. Donc déjà il est un petit peu plus grand que ce qu'on fait d'habitude, il fait 7500 m², tout en bois. On a pas mal de nouvelles techniques avec de la terre crue, on a des toits végétalisés et on a aussi des toilettes à récupération d'urine. Parce que le comble quand même, c'est qu'on met de l'eau qu'on boit dans les toilettes. Hein. Et dans un immeuble de bureau, 80% de l'eau, c'est dans les toilettes. Donc en faisant ça, on va économiser 80% de l'eau et l'urine sera récupérée pour un paysan du coin, enfin francilien, parce que c'est du phosphate. Bah oui. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, on arrive à aller très loin dans ce qu'on peut faire en termes d'impact environnemental. Ce qui est nouveau aussi dans ce lieu, c'est qu'on a des plateaux qui nous permettent d'accueillir des structures un petit peu plus grandes que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Jusqu'à présent, les structures qu'on accueille, elles ont entre 1 et 40 salariés. Là, on a des plateaux de 300-600 m². Donc par exemple, on a des grandes associations comme le Rire Médecin, Jeunesse en plein air. Et là, c'est des tailles de combien de salariés? Ça va jusqu'à 60, 80 salariés. Et donc, ça permet de bien mélanger tout le monde. Et on aura encore des tout petits. On a un restaurant. Enfin bon, il y aura pas mal d'activités. Et on va bientôt ouvrir.
Alors, vous ouvrez quand? Vous avez une date ou pas? Donc, on va faire un fil rouge de crémaillère, parce que comme il y a plusieurs lieux, plusieurs acteurs, on va chacun faire notre petite inauguration. C'est l'espace événementiel d'éthique qui va ouvrir en premier. Donc, on va faire une grande fête le mardi 12 décembre. Mardi 12 décembre, c'est Ouais. un scoop sur Mediatico. Je pense que la Oui. date n'est sortie nulle part ailleurs. Elle a été décidée il y a quelques heures. Merci Cécile. Exprès pour nous. Eh ben, voilà une belle information. Et après, cette succession d'inauguration, ça va Bah, nous mener jusqu'où? Je pense qu'il y aura pas mal d'événements entre maintenant et juin. Il y a encore quelques plateaux à commercialiser, donc il reste un grand plateau de bureau. On n'est encore pas sûr de qui va prendre certains espaces. Il y a soit des ateliers de vélo, soit des studios d'enregistrement. On ne sait pas encore comment ça Alors, va vous se n'êtes pas faire. sûr, c'est intéressant parce que vous ne vous adressez pas à n'importe qui. Ah. Donc, vous ciblez. Oui, oui. Vous essayez de cibler un petit peu les gens qui vont venir louer des espaces chez vous. Sur les valeurs, oui, mais sinon. Oui, mais enfin, c'est quand sur même l'usage. important. Ah oui, bien sûr. Oui, non, de fait, en fait, on attire forcément. On D'accord. a rarement à Mais dire. quelqu'un non, qui je habiterait veux pas, dans le 20e arrondissement et qui voudrait monter une boîte de distribution de bonbons, vous ne l'accepteriez pas forcément. Ça dépend des bonbons. D'accord. ça dépend Et comment des ils sont bonbons. produits et d'où ils viennent. Mais... D'accord. Ouais. Et alors, comment est-ce que vous faites la sélection des occupants? Alors, pour l'instant, on a la chance de pas trop avoir à... Comme je dis, on a tendance à attirer ceux qui nous ressemblent. Donc, on n'a pas trop de sujets comme ça. Je ne sais pas, c'est du réseau, on se connaît, c'est du bouche à oreille. D'accord. Ouais. Et le prix des loyers au mètre carré? Alors, c'est très variable. Ça va, alors, parce qu'on a des espaces, comment dire, avec très peu de lumière. Donc, ceux-là sont vraiment pas chers. On est plutôt autour de... Ça, c'est pour les studios vidéo, ça. C'est plutôt autour de 150 € du mètre carré à peu près par an. Et puis les plus beaux lieux avec terrasse et tout, on est plutôt sur du 430 €, je crois, 450, je ne sais plus, Et euros du mètre carré par an. comparé au marché, vous êtes en dessous? Vous êtes au même Alors, niveau? Vous êtes il y un a peu en 2 ans, on dessous? était très en dessous. Maintenant, comme le marché s'est pris un petit test de réalité, Oui. on est juste un tout petit peu en dessous, mais D'accord. à peine. C'est-à dire que le marché, les prix ont baissé sur le marché en général. Oui, bah nous, le marché fait souvent Et vous, ça. vos puis nous, prix, on est encore comme une ça, fois, vos quoi. prix sont restés linéaires. Vous êtes, oui, parce vous êtes tel que vous êtes, vous ne bougez pas. Parce que nous, on fixe nos loyers en fonction du remboursement bancaire surtout. D'accord, Donc, très bien. Voilà pour ces deux zooms. Donc le deuxième sur éthique foncièrement responsable. On va finir avec deux derniers points. Vous êtes d'abord toutes les deux des entreprises agréées d'utilité sociale, des entreprises agréées ESUS. Vous avez des financeurs en commun, comme le Fonds d'épargne salariale Finance et Solidarité géré par Amundi, comme votre holding commun Ubuntu, ce qui veut dire faire humanité ensemble en langue bantoue. Et ensemble, Éthique et Réside, vous avez conçu, vous avez financé ou vous avez rénové plus de 100 millions d'euros d'actifs immobiliers, mais c'est considérable. Le plus gros entre vous deux, c'est qui? je sais pas. Vous ne savez pas? Si, C'est ok. Éthique. Pourquoi est-ce que la taille est importante dans votre secteur d'activité? Si on veut, en ce qui me concerne, si je veux avoir un impact maximum sur l'environnement, faut arriver à enlever un maximum de lieux du marché classique, l'enlever de la bulle spéculative, s'assurer qu'on en ait la pleine propriété pour aller le plus loin possible dans les rénovations. Et ensuite, c'est un métier tellement... il y a tellement de métiers complexes. Plus on grandit, plus moi, je peux m'entourer de personnes qui sont de mieux en mieux armées pour aller plus loin dans l'impact social et environnemental. C'est ça, parce que la question derrière, c'est en quoi est-ce que votre taille, votre rapprochement, vous êtes quasiment deux sociétés cousines, voire sœurs, je ne sais pas, avec une holding commune au-dessus, est-ce que ça facilite votre impact social? Oui, je pense que d'ailleurs c'était un des intérêts de ce rapprochement, c'était de pouvoir avoir des partages de pratiques qui vont nous permettre d'être plus efficaces et
plus d'efficacité, c'est au service de plus d'impact. On discutait avec Cécile tout à l'heure, mais ça peut être des choses aussi anecdotiques, partager des méthodes sur le recrutement de ressources, et parce qu'on sait que les ressources sont clés, justement, comme le disait Cécile, quand on a envie d'aller chercher plus d'impact. Et je dirais qu'au titre de Réside Social, on a beaucoup à apprendre sur les sujets d'impact environnemental dans la rénovation d'éthique, et c'est des choses sur lesquelles on travaille pour pouvoir s'améliorer. Donc oui, ce rapprochement, il a aussi du sens dans la recherche d'impact et il a de l'utilité finalement sociale. Et on peut imaginer un jour un bâtiment éthique juste à côté d'un bâtiment Réside Social, voire même l'un imbriqué dans l'autre, ou c'est trop compliqué finalement, tout à l'heure, on regardait Montreuil, oui. il y a un foyer en face. C'est ça. C'était pas Réside, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Nous, des fois, on regarde des projets avec nos amis Terre de Liens, Habitat Humanisme, etc. On n'a jamais eu l'occasion de le faire, mais il y a un moment où ça fera sens. Alors, dernière question, comme vous êtes toutes les deux agréées ESUS, on l'a dit, vous avez suivi de près cette question assez remuante dans l'économie sociale et solidaire sur la radicalité, la cohérence entre les valeurs, les statuts, les actions. Je veux parler évidemment de la création du MOVES, le mouvement des entreprises sociales et solidaires, à l'initiative de plusieurs acteurs qui ont été déçus par le mouvement Impact France, qui lui dit vouloir créer le MEDEF du XXIe siècle. Cécile Gallo-Zelva, vous avez rejoint le MOVES dès sa création cet été, vous n'avez pas hésité, vous faites partie des membres fondateurs. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce pas-là ? J'allais dire, je suis une femme de réseau. Non, mais dans ce cas-là, on peut être dans tous les réseaux. Mais j'ai toujours été dans beaucoup de réseaux. En fait, quand j'ai créé ETHIC en 2010, c'était la naissance du MOVE. C'était aussi la naissance d'Entrepreneurs d'avenir. J'ai participé, j'étais adhérente aux deux, je suis toujours adhérente aux deux. En fait, j'étais aussi adhérente du CJD. Chaque réseau a ses spécificités et m'apporte des choses et j'apporte des choses. Donc c'est à la fois un engagement. Donc chaque réseau a quelque chose. Enfin bon, j'ai toujours été pour les réseaux et la représentativité. Et en fait, quand le mouvement Impact France a choisi de renoncer à un plaidoyer sur l'écart des salaires et à aller plutôt vers la transition des entreprises vers plus d'impact, moi je les soutiens là-dedans, comme je soutiens Entrepreneurs d'avenir qui fait un petit peu ça aussi. Donc je pense que c'est très important que ce soit le MIF ou Entrepreneurs d'avenir, il y ait des structures qui accompagnent les entreprises à avoir plus d'impact. Parce que l'urgence est sur nous, donc c'est hyper important. Mais du coup, moi j'ai perdu mon lieu de plaidoyer spécifique et mon lieu de rassemblement qui me représente moi spécifiquement en tant que ESUS qui a des exigences très fortes sur la gouvernance, etc. Le mouvement Impact France n'a pas renoncé à un plaidoyer sur l'écart de salaire. Simplement, l'écart il est plus large au mouvement Impact France qu'au MOVES. Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi c'est important ? Pour moi, il n'y a pas de vous d'avoir un écart plus resserré. Oui, parce que ça je pense que c'est lié à mon histoire personnelle, mais je ne comprends pas que dans une classe, imaginez dans une classe d'enfants, il y en a un dont les parents gagnent plus de 10 fois plus que l'autre. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et je pense que c'est un déséquilibre qui est à la source des grands maux de société. Et donc si on veut de la justice sociale et d'ailleurs de la justice environnementale, les deux vont ensemble. Je le vis dans ma chair, donc c'est difficile de mettre des mots dessus, mais la justice sociale commence par l'injustice sur les revenus depuis le démarrage. Et de tous les résidents que je côtoie, on fait des sondages tous les ans sur leur satisfaction à nos résidents. Quand on leur demande les écarts de salaire, en fait, on est loin. On est sur du 1 à 3, on est sur du 1 à 4. Éthique, on est sur du 1 à 3. Enfin, du coup, nous, quand on voit la barre qui est placée tellement haut, on ne voit pas l'intérêt, quoi. Et surtout, je pense qu'il y a... C'est vraiment le bas qui blesse. La lucrativité, la gouvernance partagée et les salaires, ça montre la posture réelle, je pense, de l'entreprise. Ces valeurs d'engagement fort. Donc pour moi, c'est un sujet avec lequel on ne peut pas plaisanter. Et je pense que après, ça reste ma vision à moi. Et certes, on n'est peut-être pas beaucoup comme ça, mais c'est pour ça que c'est important et ça fait partie des objectifs du MOVES, c'est de vraiment consulter tous les citoyens. C'est un sujet de société.
Donc, si on continue comme on fait avec de l'ultralibéralisme, on va dans le mur. Si on reste dans nos petites chapelles, on va dans le mur. Mais il faut savoir ce qui est important. Il faut pouvoir avoir un vrai débat démocratique avec les citoyens, avec les députés, avec les collectivités sur voilà, vers quel monde et vers quelle économie on veut aller. Mais ça, ce débat démocratique, Pascal Demurger et Julia Faure, qui sont les coprésidents du mouvement Impact France, le revendiquent aussi. Et ils sont dans une démarche d'ouverture. Oui, tant mieux. Bien sûr. Donc vous, c'est vraiment sur la question de l'écart des salaires que vous vous reconnaissez particulièrement. Il y a un plaidoyer qui est un petit peu plus complexe, parce qu'il y a quand même, on parle aussi de... qu'on appelle ça, il y a tout ce qui est... ce qui relève des statuts? Oui, non, dans les statuts, en fait, dans tout ce qui est rémunération comment la valeur est partagée dans l'entreprise. Donc il y a quand même beaucoup de sujets et je pense que c'est important de pouvoir avoir une ligne forte qui aussi enthousiasme la jeunesse. Je veux dire, c'est dur aujourd'hui d'être jeune. Et si la jeunesse voit du greenwashing ou voit des gens de l'ESS qui en fait font n'importe quoi, ça dessert tout le monde. Donc il faut avoir d'exigences à tous les niveaux, je pense. Le social washing dans l'ESS, oui, il y aurait mauvaise presse, j'imagine. Anne-Emeline Tabouret, est-ce que chez Réside Social, vous vous reconnaissez aussi dans le MOVES, ou vous n'êtes pas dans ces appartenances à des chapelles? C'est une bonne question. Je pense qu'on a moins d'ancienneté dans l'économie sociale et solidaire et donc certainement moins de légitimité à en parler que Cécile. Ce qui est certain, c'est qu'on se reconnaît beaucoup dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire en tant que telle et telles qu'elles ont été définies dans la loi 4 de 2014 et on les incarne, on les applique, c'est notre cadre enfin voilà, c'est là qu'on se sent et je pense que j'ai pas forcément, enfin en tout cas je ne me sens pas la légitimité de pouvoir en parler aussi bien que Cécile. De parler peut-être, mais ce qui fait votre légitimité en tant qu'actrice de l'économie sociale et solidaire, c'est votre action de terrain au quotidien auprès des bénéficiaires. C'est là qu'elle est, la légitimité de l'ESS. Mais en même temps, on sait que les familles de l'économie sociale et solidaire qui sont regroupées dans ESS France ont dit qu'elles ne voulaient pas changer la loi ESS de 2014 pour autant, à l'occasion des 10 ans de la loi l'an prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut que tout le monde s'exprime. C'est ce que je disais. Je pense il va peut-être y avoir 1 an de débat, donc prenons le temps, rencontrons-nous. Et surtout, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet de société, donc il faut mobiliser les citoyens pour aussi connaître leur avis. Merci beaucoup Cécile Gallo-Zelva et merci Anne-Emeline Tabouret. Merci à toutes les deux d'être venues dans notre émission ESS News Le Live, l'émission de Mediatico qui parle de l'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire.